La Fédération francophone de débat du Nord est fière et heureuse de vous accueillir pour la finale, la grande finale de la Coupe lilloise de débat 2025. Et chers amis, vous la voyez ici, qu'elle est belle. Quelle est belle cette coupe. Elle nous amuse, elle nous émerveille. Parfois elle nous frustre. Mais au final, elle nous reste toujours comme un moment fort de l'éloquence lilloise. Et cette année, chers amis, cette coupe lilloise n'aura assurément pas dérogé à la règle. Alors je vois sur les bancs de cette assemblée des orateurs et des oratrices des 12 équipes participantes à cette compétition, et je tiens dans un premier temps à vous féliciter pour les magnifiques prestations que vous nous avez accordées. Une progression fulgurante. Mes chers amis, après de nombreux débats, de nombreuses joutes verbales, il ne reste plus que deux équipes. Deux équipes dont la progression a certainement été la plus fulgurante. Deux équipes qui ce soir sont en finale sur un sujet hautement d'actualité. Ce gouvernement enverrait l'armée française combattre en Ukraine. Le gouvernement sera ce soir représenté par la première de ces deux équipes finalistes. Elle est la plus vieille équipe d'éloquence de Lille, championne de la Coupe de débat pour le climat 2020, vice-championne de la Coupe lilloise 2021, vice-championne de la Coupe de France 2023, vice-championne de la Coupe de France 2021 également, et championne en titre de la Coupe lilloise de débat 2024. Ce soir, elle essaiera d'obtenir une deuxième victoire consécutive. Elle représente la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'Université de Lille. Cette équipe, c'est Révolte-toi Lille! Pour défendre le violet, chers amis, le gouvernement sera représenté au poste de Première ministre par Madame Léonie Pesant. S'en suivra le passage de la deuxième ministre, Madame Lise Odenou. Ensuite, le troisième ministre, Monsieur Matteo Jacob. Et pour conclure, chers amis, pour conclure, la secrétaire générale, Madame Camille Pommiès. Et évidemment, comme dans tout pays démocratique qui se respecte, face à un gouvernement se tiendra une opposition. Une opposition résolue, une opposition déterminée, une opposition qui a remporté le prix Monroy d'éloquence en 2023, une opposition qui a achevé au tractopelle le serment d'Espol et l'oratorium FLD. Une équipe, chers amis, qui n'a cessé de surprendre après un début de compétition pour le moins surprenant. Cette équipe, vous l'avez compris, c'est la tribune Yeseg. Comme vous le voyez, chers amis, cette finale se déroulera dans une ambiance de troubadour, prête et prêt à faire monter la poussière, ce qui implique évidemment un jury de grande qualité. Chers amis, pour ce jury et pour le présider, nous avons la chance ce soir d'avoir le président de la Fédération francophone de débat, l'unique, le grand, le camarade, le communard, le citoyen, Hugo Roussel. Pour le succéder, un camarade de longue date de M. Hugo Roussel, qui découvre ce soir Lille pour la première fois, et il faudra donc lui montrer qu'il faut revenir, le secrétaire général de la Fédération francophone de débat, Sami Fella.
Nous ne l'avons pas prévu sur le diapo parce que c'est une jurée invitée de dernière minute. Mais ses compétences sont là certainement. Parce que mesdames et messieurs, en plus d'être à la Fédération francophone de débat, elle est championne de France de débat face à Révolte-toi Lille en 2023. C'est Louisa Cicérir. Alors l'entre-soi c'est bien, l'entre-soi c'est bon, mais il faut parfois en sortir. Et justement, nous avons deux jurés d'exception pour en sortir. Nous avons tout d'abord une candidate aux élections législatives de 2022 et 2023, élue municipale à M, c'est Madame Karima Chouya. Et puis, mesdames et messieurs, que serait cette finale sans finalement la jurée la plus emblématique de cette fédération? Mesdames et messieurs, elle est avocate au barreau de Lille. Nous l'aimons tous et tous très fort. C'est certainement la première marraine de la Fédération francophone de débat du Nord, Maître Isabelle Hénault. Alors, à vous entendre, on sent que vous êtes prêtes et prêts pour cette grande finale. Et, chers amis, il vous faudra donner de la voix ce soir. Oui, parce que c'est notre réputation qui est en jeu. Réputation qui est en jeu parce que ce soir, nous avons des invités qui ne sont pas du nord de la France. Nous avons, et je les en remercie très chaleureusement, Monsieur Tom Roberts, président de la Fédération francophone de débat du Grand Paris. Nous avons également Madame Nourélise Djelidi, présidente de la Fédération francophone de débat du Grand Est. Et un autre champion de France face à Révolte-toi Lille, Mario Guglielmetti, qui n'est pas encore là. On verra s'il daigne arriver pour venir voir les gueux lillois. Voilà, on peut dire. Et donc ce soir, chers amis, il vous faudra faire du bruit. Il vous faudra faire du bruit parce que face à ces personnes qui ne sont pas du Nord, il faudra montrer que l'éloquence se pratique en France, mais qu'elle se vit dans le Nord. Un grand merci évidemment aussi à la région de France qui nous accueille dans ce magnifique hémicycle pour cette grande finale. Un grand merci à la FFD pour la confiance qui nous témoigne d'année en année. Un grand merci à l'ensemble du bureau de la FFDN qui a fait un travail monstrueux et sans qui on ne pouvait tout simplement pas faire cette coupe lilloise. Et vous savez, parfois j'ai un petit peu, on va dire, comment dire, j'ai envie de nommer tout le monde, voilà. Donc je vais les nommer ce soir. Je vais les nommer Mélie, Ambre, Éloi, Elena, Elodie, Alice, Marc, Tristan, Romain, Tanguy, Margot, Audrey, Jérémy et Pauline. Et puis évidemment, pour finir, félicitations. Félicitations à chaque équipe de la Fédération francophone de débat du Nord, sans qui cette coupe n'existerait tout simplement pas. Et comme vous le savez, nous avons commencé en 2020 avec seulement 6 équipes pour finir aujourd'hui à 12 équipes. Et ça, c'est grâce à vous. Et c'est grâce à vous que la Fédération francophone de débat du Nord, je dirais FFDN maintenant, peut grandir d'année en année, proposer une coupe de plus en plus ambitieuse, de plus en plus forte et de plus en plus qualitative. Donc merci à vous. Je rappelle, comme vous le savez, chers amis, qu'il s'agit d'un débat fictif, que les positions sont fictives et qu'elles ne représentent en aucun cas les positions réelles défendues par la FFDN, par les associations présentes ce soir ou par quelconque autre personne. De ce fait, nous vous invitons à ne pas diffuser des messages partisans ou politiques durant cette finale. Ensuite, concernant le programme, vous aurez cette magnifique finale avec un petit peu de retard, mais vous aurez ensuite le jury qui délibérera et une tribune au hareng, comme l'appelle si justement Hugo Roussel, où chacun et chacune de cet hémicycle pourra se lever pour donner son avis sur l'équipe qui devrait, selon elle ou selon lui, gagner la finale, ou simplement pour faire passer un message qu'il ou elle souhaite passer.
En 1960, la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS est à son paroxysme. Chacun se bat pour imposer sa propre idéologie. En 2025, la guerre entre l'OTAN et la Russie est à son paroxysme. Parce qu'en réalité, les États-Unis, empereurs de l'OTAN, mènent une guerre par procuration en Ukraine pour, encore une fois, imposer son idéologie. Mesdames, messieurs, chers jurés, il est temps. Temps de mettre fin à l'hégémonie américaine pour laisser place à un monde multipolaire. C'est bien la raison pour laquelle, à compter du 1er juin 2025, tous les corps militaires opérationnels et nécessaires français seront envoyés sur le sol ukrainien afin de renforcer les troupes russes qui s'opposent à la volonté fermement d'expansion américaine au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ces troupes militaires auront 3 missions principales, en commençant par sécuriser les frontières actuelles, ensuite en prenant les points stratégiques gangrénés par un pouvoir corrompu. Enfin, elle occupera le territoire pour une durée de 3 ans pour assurer une transition du pouvoir et garantir que l'Ukraine redevienne une zone tampon. Toutes les industries françaises en Ukraine que nous avons envoyées seront réutilisées afin de construire nos propres armes. Ensuite, vous l'avez bien compris, nous voulons nous retirer de toutes les influences américaines, en commençant par les infrastructures influencées elles-mêmes par l'Amérique. C'est bien la raison pour laquelle nous nous retirons de l'OTAN dès demain. Nous allons récupérer, grâce à ce retrait, 170 milliards d'euros, c'est conséquent, et ce nombre d'argent pourra être réinjecté directement dans l'opération militaire en Ukraine. Nous avons conscience et confiance au gouvernement que nous sommes les premiers à tenir ce discours en Occident. C'est bien la raison pour laquelle nous avons pour mission d'ouvrir les yeux au reste de nos alliés. C'est bien la raison pour laquelle, au vu de notre position stratégique, nous ne quitterons pas ni l'Union européenne ni l'ONU. J'entends déjà vous dire et je vois déjà venir pourquoi nous, Français, allons intervenir pour la simple et bonne raison qu'au vu du contexte, il y a une fenêtre d'opportunité qui est flagrante au vu de l'affaiblissement des ressources militaires en Ukraine. Enfin, la deuxième question que je vois venir, c'est comment ? Comment allons-nous libérer le peuple ukrainien par les armes ? Eh bien ça, c'est mon gouvernement qui le justifiera. En commençant par la ministre des Affaires étrangères, Aude, qui vous expliquera que cette intervention militaire permettra de libérer l'Ukraine de l'hégémonie américaine. Ensuite, le ministre du Renouveau démocratique, Jacob, vous expliquera que l'Ukraine est nourrie par l'ultranationalisme et qu'il faut y mettre fin. Enfin, la secrétaire générale, Camille Pomiès, reviendra sur les points saillants du débat et finira de vous convaincre. Quant à moi, je vous expliquerai pourquoi envoyer la France combattre en Ukraine permettra de renforcer nos liens avec la Russie, qu'ils soient économiques ou diplomatiques. Je vais prendre votre question. En quoi le pays des Lumières a plus de similitudes avec une dictature brutale plutôt qu'avec les belles démocraties européennes? Monsieur, aujourd'hui, nous avons plus de similitudes avec l'idéologie russe pour la simple et bonne raison que nous sommes contre l'hégémonie américaine qui aujourd'hui s'impose dans les pays occidentaux. Et c'est bien tout l'intérêt de notre mesure. Merci de m'avoir écouté. En effet, nous avons des liens avec la Russie et ce, depuis des milliers d'années. Les premières traces de liens avec la Russie datent de l'an 1000. Au vu de cette grandeur des liens en termes chronologiques, nous avons pu évoluer au fil du temps avec ces liens et renforcer ces liens. Aujourd'hui, ces liens s'incarnent par nos échanges économiques et nos échanges commerciaux avec eux. Selon Eurostat, 40 à 50% des importations européennes de gaz naturel viennent de la Russie. Comment pouvons-nous ne pas utiliser cette possibilité et cette occasion-là? Parce qu'aujourd'hui, en effet, elle est menacée par la guerre en Ukraine, puisque nous imposions auparavant et nous opposions auparavant à la Russie. Nous trahissons directement nos liens. Ça va créer un désastre économique
si nous n'avons plus ce gaz. Et notre objectif premier aujourd'hui, c'est de protéger notre population face à la crise économique. Donc aujourd'hui, nous voulons envoyer nos troupes en Ukraine pour renforcer cette confiance et développer nos échanges commerciaux avec la Russie. Merci de m'avoir écouté. Chère Assemblée, traîtres, vous êtes des traîtres. Un gouvernement qui bafoue nos alliés les plus chers. Un bon gouvernement qui se met du côté des agresseurs et non des agressés. Vous voulez tuer des gens. Vous voulez bombarder. Vous voulez rejoindre un peuple génocidaire. Par amitié, mais je n'ai pas envie d'être votre ami, mais que faites-vous pour vos amis? Et puis, si vous êtes prêts à tuer pour les amis de la France, mais soyez prêts à tuer pour l'Ukraine. Et les échanges économiques entre la France et la Russie sont minuscules comparés à ceux avec les autres grandes démocraties, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis. C'est donc ridicule que de vouloir mettre fin à 80 ans d'alliance avec l'Ouest, avec les démocraties, avec le monde libre, pour rejoindre la tyrannie, pour rejoindre un pays qui est vaincu. Et en plus, vous le faites mal. Vous le faites extrêmement mal. Déjà, vous rejoignez Poutine, vous lui avez même pas demandé. À aucun moment vous avez dit Poutine est d'accord. Et vous envoyez des troupes en Russie pour attaquer l'Ukraine, vous probablement se faire massacrer sur le chemin. Mais ce n'est pas grave. Ensuite, vous n'appelez même pas les réservistes. Vous envoyez juste l'armée d'actifs, 40 000 hommes. D'accord, il y a 500 000 soldats ukrainiens, ils vont tous mourir. Ensuite, nous n'avons plus de réserve d'équipement, parce que nous avons tout donné à la Russie. À l'Ukraine, excusez-moi, mais vous le ferez plus bientôt. Donc vous envoyez juste des soldats avec des FAMAS rouillées, faire des vagues humaines contre des lignes mitrailleuses. Ils vont se faire massacrer. Ensuite, vous nous parlez de 170 milliards récupérés. Alors, d'où viennent ces 170 milliards? Est-ce que la Russie va nous donner 170 milliards? Les avoirs gelés russes, c'est 220 milliards. On pourrait les récupérer si on ne trahit pas nos valeurs. Donc, votre loi, en gros, c'est trahir nos valeurs, trahir les démocraties pour envoyer des vagues humaines de soldats mourir contre des lignes mitrailleuses. C'est ridicule, nous ne sommes plus en 1914. Et face à ce bellicisme médiocre, cette opposition défendra la vie des Français et des Ukrainiens. Elle le fera avec M. Werner, député du Nord, qui vous démontrera que cette guerre contre l'entièreté du bloc de l'Ouest n'est pas gagnable à court terme et qu'elle ne risque de mener qu'un statu quo, voire un risque d'escalade nucléaire ou de guerre mondiale. Elle défendra la vie des Français avec M. Fievet, député des Yvelines, qui vous expliquera que relancer un conflit se finissant ne peut mener qu'à un bain de sang inutile et que ce drame ne profitera qu'aux puissants. Elle défendra la vie des Français et des Ukrainiens avec M. Maté, notre secrétaire général, qui reviendra sur les points forts de ce débat. Pour ma part, j'aimerais vous dire que cette position qui est la vôtre ne sera pas la France indemne et que la France sera seule dans un pays, dans un monde plus divisé, plus instable et plus dangereux que jamais. Je prends la question. Monsieur, puisque nous sommes une des plus grandes puissances européennes, qui est donc essentielle pour le reste de nos alliés européens, en quoi nos relations avec l'Europe seront mises à mal? Les relations entre l'Europe et la Hongrie sont mises à mal car elles sont du côté des Russes. Si nous déclarons la guerre à un pays, nous subirons des sanctions au même titre que la Russie. Et ces sanctions vont détruire notre économie. Et oui, ils ne vont pas attendre, ils ne seront pas naïfs. L'OTAN nous déclarera la guerre. Et c'est cette guerre qui va affaiblir notre pays. Ce gouvernement se pense hégémonique, se croit au XIXe siècle. Un pays est faible, alors on peut le conquérir. Nous revoilà au temps des colonies. Nous revoilà à un temps où les troupes françaises peuvent aller de par le monde, trouver des gens plus faibles et piller leurs ressources. Quelle honte, quelle honte. Mais surtout, la France n'est plus aussi puissante, n'est plus hégémonique. Nous sommes une puissance relative, une puissance moyenne qui fait face à de nombreuses crises et face au régime de sanctions, face à la violence des Ukrainiens qui se défendront et aux alliances des autres. Alors, nombre de nos soldats mourront par milliers. Vous n'en parlez pas. Notre économie sera en ruine et nous serons appauvris.
Vous n'en avez pas. Notre budget sera détruit. Nous sommes déjà lourdement endettés. Face à des sanctions, nous serons encore plus, nous ne pourrons plus lever d'argent sur les marchés. Vous n'en parlez pas. Et notre armée, notre belle armée, que vous traitez comme un outil, comme un poignard à planter dans le dos de nos alliés, et elle subira des pertes énormes en bateaux, en chars, en humains, en matériel. Et cela, on ne pourra pas le reconstruire du jour au lendemain. La France sera donc affaiblie dans un monde de loups. Un monde où plus personne ne respecte l'ordre international, même pas vous. Et donc, en étant blessé, seul, vous l'êtes des prédateurs, cher gouvernement, nous deviendrons des proies. Merci. Merci monsieur. La parole est à la deuxième ministre du gouvernement, Madame Lise Odonou, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, l'Europe est le berceau de la diversité culturelle. Elle est restée trop longtemps sous l'ombre imposante d'une bannière étoilée. Il est temps de secouer, si ce n'est de briser, les chaînes invisibles de l'hégémonie américaine qui nous empêchent d'exercer notre pleine souveraineté. Il est temps de redonner à notre continent la place qui lui revient. Alors je vais d'abord revenir sur les propos du leader de l'opposition qui tend à ne pas comprendre le principe même de notre réforme, de notre intervention armée. Parce qu'à l'évidence, la France sera seule, oui, mais quand le monde va dans le mauvais sens, il faut savoir se dresser contre lui. Et être seul est justement notre force. Nous n'imaginons pas une France qui suit, mais une France qui inspire. Et c'est à travers ce projet que nous allons nous dresser contre l'hégémonie américaine. Et oui, le budget qui sera mis était le budget anciennement alloué à l'OTAN, comme l'a précisé notre Première ministre, que l'on quitte, donc on pourra réinvestir ailleurs. Quant à moi, je vais vous montrer que pour rendre la souveraineté aux Ukrainiens, il faut mettre fin à la confrontation. Et tout cela est possible uniquement par les armes, et pas par la diplomatie. Et l'histoire nous l'a bien montré, puisque en décembre 2021, Poutine tend une main diplomatique aux États-Unis pour garantir la souveraineté russe en garantissant la non-expansion de l'OTAN vers l'Est. Mais c'est une main qui fut ignorée, réduite au silence et même provoquée par un États-Unis qui invite l'Ukraine, la sœur historique de la Russie, à rejoindre l'OTAN. Mesdames et messieurs, la Russie n'a que d'autre choix que de répondre. Alors oui, les États-Unis ne voulaient pas d'une diplomatie. Monsieur ? Encore l'OTAN, alliance militaire défensive, menace la souveraineté de quelconque pays. Alors, l'OTAN, qui est censée sécuriser justement depuis sa création en 1945, est devenue que le bras armé d'une domination américaine. Et je pourrais vous donner de multiples exemples, comme en Afghanistan, où cette sécurité a été mise pour déstabiliser un pays tout entier, et des désastres. Alors oui, effectivement, merci pour votre question, nous nous opposons à ça. Nous nous opposons à cette OTAN-là, sous l'égide américaine. Et c'est précisément parce que les États-Unis ne veulent pas de diplomatie, parce qu'ils veulent maintenir leur hégémonie, sous une logique de diviser pour mieux régner. Ils n'ont pas d'intérêt à finir le conflit, car le conflit russo-ukrainien n'est que le symptôme d'une réalité bien plus vaste, celle d'une guerre froide réchauffée, orchestrée par un pays qui veut tenir le monde entre ses mains, et qui voit une nouvelle fois l'occasion de diffuser son idéologie en mettant l'Ukraine à l'avant-poste de sa propre confrontation. Et l'Ukraine est bien trop fragile pour porter le poids de ces enjeux géopolitiques. Alors aujourd'hui, nous avons la nécessité de prendre les armes, car quand l'idéologie est trop ancrée, il faut un choc. Et il est possible uniquement par la violence. Tout comme un enfant battu n'est pas conscient des pratiques abusives de son parent,
L'Ukraine n'est pas consciente de l'influence américaine qui s'exerce sur elle. Alors pour sortir de la dépendance, il nous faut des armes. Pour retrouver sa pleine souveraineté, l'Ukraine a besoin des armes. Alors la France, courageuse, en agissant aux côtés de la Russie, notre objectif ne sera pas seulement de répondre aux provocations, si ce n'est les menaces de l'OTAN qui s'exercent aux frontières même de la Russie, mais de proposer le chemin de l'indépendance. Et notre intervention militaire, elle aura un double effet. Tout d'abord, notre intervention militaire permettra de libérer le peuple ukrainien de l'influence américaine qui l'empêche de traduire ses propres priorités nationales. Et dans un second temps, notre intervention militaire va inspirer. La France, forte de son histoire, et comme l'a rappelé notre opposition, la France des Lumières. Oui, nous sommes la lumière qui va éclairer le monde sous cette ombre imposante qu'est les États-Unis sur notre belle Europe. Alors oui, nous refusons aujourd'hui d'être spectateurs d'un conflit, car nous voulons prendre le contrôle de notre destin et le prendre entre nos mains, car chaque nation peut exercer sa pleine souveraineté sans le diktat d'une puissance hégémonique. Nous voulons un monde multipolaire. Alors cette intervention n'est pas un suicide, mais une résurrection. Nous appelons l'Europe à se réveiller, à se libérer, afin de construire un nouveau point de pouvoir en Europe, un point de gravité pour un monde multipolaire. Vive la France, mesdames et messieurs. La parole est au deuxième député de l'opposition, M. Gauthier Werner. Auguste Assemblée, vénérable jury, très chers collègues du gouvernement et très chers collègues de l'opposition, bonsoir. Ils veulent libérer l'Ukraine, ils vont l'exterminer. Ils ont peur de l'hégémonie américaine, ils auront l'hégémonie russe. Ils veulent parler d'accord entre la Russie, les États-Unis et maintenant la France. Globalement, c'est tous contre un. Donc effectivement, cette Ukraine sera exterminée. Mais la réalité, c'est que les États-Unis seront dorénavant nos ennemis. Et en étant les ennemis des États-Unis, nous serons aussi les ennemis de l'Allemagne, de l'Angleterre et peu à peu de toute l'Europe. Vous n'êtes pas réaliste en restant européen. Vous allez vouloir faire éclairer le monde, comme vous l'avez si bien dit. La réalité, c'est que vous allez le faire sombrer. Nos troupes sont courageuses. Mais non, elles ne sont pas suicidaires. Elles manquent de moyens. Et il y a un réel déséquilibre face aux États-Unis. Actuellement, la Russie est affaiblie. Nous serons seuls, la France, avec la Russie, contre les États-Unis et l'OTAN. La France a une faiblesse, son industrie. Nous n'avons pas de moyens de production de réserve. Mais malgré ce déséquilibre, ce gouvernement croit faire reculer les États-Unis. Un pays qui dépense 2 fois plus dans l'armée, un pays qui est 2 fois plus peuplé et un pays qui est 2 fois plus puissant. Affirmer que l'armée française vaincra, c'est de la pure folie. En guerre, l'issue est incertaine, imprévisible et même hasardeuse. Mais admettons que l'illusion devienne réelle et que nous soyons sûrs de gagner. Admettons que le courage et la détermination de nos troupes françaises effacent ce déséquilibre et que les États-Unis reculent. Mais même dans cette fiction, les États-Unis seraient-ils capables d'abandonner? Et même, je vous le demande, très chère Assemblée, imaginez-vous réellement M. Zelensky présenter solennellement un échec militaire et capituler face à la France? Non. Non, honnêtement, même Godard n'aurait jamais imaginé un scénario pareil. Je vais prendre votre question. S'il y a une hégémonie russe, selon vous, quelle influence a-t-elle en Europe concrètement aujourd'hui? Actuellement aucune, et heureusement car nous sommes dans l'OTAN. Mais en rejoignant la Russie, avec votre proposition de loi, l'hégémonie russe va arriver
Bon, très tristement, au revoir les iPhones et McDonald's. Bienvenue, on ne sait pas car on ne connaît pas les Russes et nous avons peur d'eux. Plutôt que de capituler, les États-Unis vont élever les tensions. Et face à l'humiliation dans un premier temps, ils vont déclencher les réservistes. Et puis petit à petit, une mobilisation générale. Les États-Unis répondront, et fermement. Dans tous les cas, la certitude de leur inaction relève de la pure folie. Mais admettons encore une fois, admettons que cette fois-ci nos troupes suffisent face à cette nouvelle donne. Admettons que les États-Unis soient sains. Ils ont l'arme nucléaire. Nous avons seulement la dissuasion. Et la dissuasion n'a de valeur que dans le respect. Or, le respect est bafoué par les États-Unis. Monsieur Trump préférera se suicider dans une guerre mondiale et nucléaire au lieu de capituler. Encore une fois, la certitude de leur inaction relève de la pure folie. Mais admettons une dernière fois que les dirigeants ukrainiens, soudainement pris d'empathie et de réalisme, décideront de ne pas utiliser l'arme nucléaire. Ce geste, aussi rassurant soit-il, ne suffira pas pour empêcher l'escalade. Et les États-Unis reculeront. Mais ils vont appeler des nouvelles forces, leurs alliés, notamment l'OTAN, que vous voulez pourtant quitter. L'histoire l'a montré, les guerres ne se limitent pas à deux camps figés, bien au contraire. La guerre s'étend, elle dérape, et elle embrase des régions entières. En somme, si nous ne prenons pas le chemin de la paix, nous engageons dans un conflit interminable. Un conflit enlisé, mais surtout un conflit qui sera coûteux en vie. Et même en admettant qu'on soit capable de les battre, même en admettant qu'il n'ait ni recours à la mobilisation générale, ni à l'arme nucléaire, ni à la mondialisation du conflit, même dans cette fiction, vous avez tort! À cause du coup humain, évidemment. L'histoire ne se répète jamais à l'identique, mais elle rime souvent tragiquement. Merci, la parole est au troisième ministre du gouvernement, Monsieur Matteo Jacob. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir, ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Mesdames et messieurs, aider tout le monde, comme le dit ici Chaplin, c'est d'abord aider l'Ukraine à combattre le nazisme qui la gangrène. Et apparemment, on ne devrait pas le faire, car les États-Unis vont faire la guerre en Ukraine. Mais cette opposition n'a aucune vision géopolitique. Avec l'arrivée au pouvoir de Trump, il a annoncé son retrait de l'Ukraine, ça a été annoncé. Et il y a 3 jours déjà, l'Union européenne a annoncé un livre blanc sur la défense. Nous sommes préoccupés par l'absence des États-Unis. Son hégémonie fait peur parce que c'est elle qui rythme le monde et c'est contre ça que nous nous battons aujourd'hui. Vous vous trompez donc en affirmant le contraire. Mais là où vous avez raison, c'est quand vous dites qu'on n'est pas sûr de gagner. Mais non, on n'est pas sûr. Mais là où on est sûr, c'est que si on ne fait pas la guerre, on va perdre. Parce que, mesdames et messieurs, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. J'ajouterai que la politique, c'est la continuation de l'histoire par d'autres moyens. Et la dimension historique a été cruellement éludée dans ce débat. Alors, pour y revenir, l'Ukraine, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle naît en 1941. Peu ou prou d'une collaboration avec l'État allemand nazi. En vous passant les détails, c'est Stepan Bandera, un ultranationaliste ukrainien, qui l'a créé. Et dans son sillage, évidemment, on n'est pas responsable de l'histoire de son pays, mais on est responsable des choix qu'on fait par la suite. Et l'Ukraine fait encore aujourd'hui le choix de célébrer chaque année ce personnage ultranationaliste comme un héros de l'Ukraine. Et ça s'illustre encore aujourd'hui dans les partis politiques ukrainiens, comme le Svoboda, qui est un parti national-socialiste ukrainien, qui au cours des 10 dernières décennies a eu plusieurs dizaines
d'élus au Parlement. Des parlementaires néo-nazis. Alors certes, une dizaine de parlementaires ne fait pas la politique d'un pays, il est vrai. Mais en revanche, ce qui fait la politique d'un pays, surtout aujourd'hui, ce sont les conflits. Conflit qui, il faut le rappeler, a été instrumentalisé par les États-Unis pour déstabiliser l'Ukraine. Mais avant de revenir à cette dimension fondamentale, je prendrai votre question, monsieur. Dans le nouvel enjeu mondial que j'ai cité juste avant, combien de cercueils de drapeaux français faudra-t-il pour que vous admettiez votre tort? Eh bien, monsieur, je me pose la question inverse. Combien de morts faudra-t-il avant que l'opposition ne comprenne qu'il faut dès aujourd'hui faire la guerre pour éviter que la prochaine se passe avec des bâtons? C'est ça l'enjeu aujourd'hui, mesdames et messieurs. Parce que, justement, le conflit en Ukraine aujourd'hui se fait par des néo-nazis, notamment. Et on a le tristement célèbre exemple du régiment Azov, qui certes n'est qu'un exemple, mais qui est absolument symptomatique. Ce régiment a été créé en 2014 pour combattre l'Ukraine. Il a été créé en 2014, et dès janvier 2015, le ministre de l'Intérieur ukrainien a, pour le citer, avoué que sans ce régiment, et sans ces régiments et milices, l'Ukraine n'aurait pas su tenir. En remerciement, le ministre ukrainien a intégré ces individus néo-nazis dans l'armée régulière ukrainienne. C'est un signe terrible de la complaisance de l'Ukraine avec ce mal qui la gangrène, mais c'est une nécessité en raison de la guerre qui y est menée. Il est vrai, et donc nous proposons précisément d'y remédier. Alors, j'entends l'opposition nous dire que peut-être qu'ils ne sont pas nazis. Eh bien, quand on se revendique du nazisme, quand on fait des saluts nazis, quand nos emblèmes sont le soleil noir et la Volksengel, c'est évident. Et la complaisance du système et des dirigeants ukrainiens est évidente. Et l'Europe aujourd'hui doit s'y opposer en envoyant une armée, car l'Europe a aujourd'hui le poids de l'histoire sur les épaules. Le vieux continent a le poids de l'histoire sur les épaules. Le nazisme, mesdames et messieurs, quand on regarde l'histoire, c'est l'oppression des peuples par une idéologie antisémite, xénophobe. Et quand on regarde, nous, Français, notre histoire, c'est l'idéologie des Lumières, c'est celle de la souveraineté du peuple. Et donc il faut combattre par l'armée. On nous dira effectivement que ça va faire des morts, ça en fera, évidemment. Mais nos idées aujourd'hui sont nées par des morts. La Révolution française, la terreur, ce sont des morts nécessaires pour l'histoire. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, nous, gouvernement, sommes les héritiers de ces morts. Nous sommes les Robespierre du XXIe siècle. Notre volonté, notre devoir même, c'est d'aider le peuple ukrainien à disposer de lui-même en affrontant à la fois les États-Unis et la gangrène interne que représente le nazisme. Ce que permettra précisément notre intervention militaire. Parce que, mesdames et messieurs, il faut agir aujourd'hui car l'Europe est un corps. Chacun de ces États en est un membre. Et le nazisme est un cancer qui gangrène. Alors il faut agir aujourd'hui avant que le cancer ne devienne généralisé. Je pense à conclure. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi je hais les indifférences. Et voilà pourquoi il faut agir aujourd'hui, avant que la prochaine guerre ne se passe avec des bâtons. Merci. La parole est au troisième député de l'opposition, M. Gaëtan Fiévé. Chère Assemblée, chers jurys, opposition, gouvernement, vous n'avez plus d'idées. Ils se lancent dans une guerre, ils n'ont même plus d'arguments. Ils sont allés dire que les Ukrainiens étaient nazis. 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 C'est-à-dire, le nazisme, oui, c'est le fascisme. Oui, c'est l'oppression des peuples. Qui aujourd'hui est dictateur depuis 20 ans et n'a jamais lâché le pouvoir, et qui ont pris tout et encore, c'est ces citoyens. C'est la Russie. C'est la Russie. Car oui, enfin, avant que ce gouvernement de pacotille fasse irruption dans ce Parlement, nous avions des garanties de paix, de sécurité. La diplomatie était sur le point de sonner le glas d'un conflit, d'une guerre terrible. Les soldats allaient rejoindre leur famille, allaient rejoindre leur pays, du moins ceux qui étaient encore vivants. 1 million
1 million, ce sont des personnes blessées, tuées lors de ce conflit. C'est un bain de sang. Et dans tous les bains de sang, il n'y a jamais de vainqueur. Tout le monde perd. Et pourtant, ce gouvernement souhaite relancer les affrontements, puisqu'il veut libérer l'Ukraine, donc battre, exterminer toute sa population entière. Qui aura-t-il à libérer? Je ne sais pas grand-chose, je pense, hein, franchement. Et le calme, ce calme fragile disparaîtra. Et l'extermination des peuples recommencera. Car oui, tous les damnés ont le même sang. Les personnes qui meurent aujourd'hui, ce sont les civils. Des personnes qui n'avaient pas les moyens, qui n'avaient pas le sou de quitter la zone avant que les chars n'arrivent. Car un militaire, même français, lorsqu'il est face à une personne, il n'a pas le temps pour voir s'il s'agit d'un ennemi ou d'un soumis. Il tire. Ainsi, ces populations, ces civils, ces pauvres, se retrouvent transformés en chiffres, transformés en arguments, transformés en un levier de vengeance pour que justement des présidents se lèvent et justifient le pourquoi envoyer encore plus d'hommes mourir. Monsieur, en quoi le pacifisme des années 30 était préférable à une action contre l'Allemagne nazie? Alors, encore une fois, il n'y a toujours pas de nazis. Les nazis, s'il y en a et si on utilise ce mot qui désigne ce qu'il désigne, c'est pour la Russie. Et aujourd'hui, la France est du bon côté. La France protège la démocratie. La France se dresse contre un État nazi. Et ces civils transformés en chiffres, il n'y a pas que. Il y a aussi des soldats. Vous pouvez voir ça. Des soldats français envoyés par le pouvoir dans un conflit qui ne menace même pas leur famille. Et ces soldats, ils ne la reverront jamais, leur famille. Ils vont mourir. Car peu importe la nationalité, qu'on soit ukrainien, qu'on soit russe, comme vous les aimez tant, qu'on soit français, rien ne requiert la mort. Chaque soldat tombé est un drame. Et ce gouvernement l'a pas compris. Mais alors, pourquoi ce gouvernement souhaite faire la guerre, si ce n'est exterminer toute la population européenne? Eh bien, là où certains perdent leur vie, d'autres gagnent. Oui, c'est toujours les puissants qui ont récolté les graines semées lors de la guerre. Et oui, les grands industriels vont pouvoir vendre plus de munitions, plus d'armes, plus de véhicules, plus de carburant. Dassault, Thales, Total, ces bourgeois vont se remplir, mais vont s'engraisser de billets jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Et au-delà des grands industriels, il y a des politiques médiocres. Des politiques médiocres qui enverraient un enfant crever en Ukraine. Pourquoi? Pour entrer dans l'histoire, vous êtes en train d'écrire une page très sombre à l'encre de tous les Français. Ce gouvernement souhaite envoyer des Français mourir, se faire massacrer pour défendre un pays qu'ils n'aiment profondément pas. Ce gouvernement souhaite massacrer des civils dont seul l'argent a scellé la sentence. Et oui, vous allez rentrer dans l'histoire, oui, car si l'histoire retient bien une chose, si l'histoire rappelle bien des personnes et les ramène sans cesse, ce sont les lâches comme vous. Mesdames et messieurs, pour conclure le débat du côté du gouvernement, j'appelle la secrétaire générale Camille Moguet. Pour conclure les propos du gouvernement, vous avez la parole quand vous le voulez.
millions d'Américains ne devrait pas décider du sort de 38 millions d'Ukrainiens, de 140 millions de Russes et de 450 millions d'Européens. La France, pays libre et souverain, est témoin d'un monde dominé par une puissance qui se prétend arbitre des nations. C'est pourquoi aujourd'hui, nous affirmons notre soutien à la Russie dans son combat contre ce système unipolaire qui étouffe les nations en envoyant l'armée française dans un contexte opportun à bouleverser l'équilibre géopolitique. C'est ce que le gouvernement vous a montré. Tout d'abord, nous avons eu notre première ministre, Madame Bezan, qui a démontré que notre intervention militaire nous permettra de renforcer les liens avec la Russie, un atout stratégique pour la France, et donc stabilisera nos relations avec Moscou, mises en danger depuis l'opération en Ukraine. Ensuite, la ministre O'Donnell nous a expliqué que notre intervention militaire en Ukraine est indispensable pour libérer l'Ukraine de l'influence américaine et inspirer l'Europe, pour qu'ils s'éloignent eux aussi de l'hégémonie américaine. Finalement, impulser une nouvelle ère multipolaire sur la scène internationale. Et enfin, le ministre Jacob nous a, lui, démontré que notre mesure permettra de redonner une pleine souveraineté au peuple ukrainien. En effet, l'Ukraine s'appuie sur un héritage nazi, comme il l'a très bien expliqué, encore valorisé dans le conflit actuel. La France, marquée par son histoire, doit s'y opposer. Et si rien n'est fait, cette idéologie pourrait se propager en Europe et menacer le peuple. Mais l'opposition, elle, est hypocrite face à un gouvernement qui soutient la souveraineté de tous les peuples. Vous ne nous écoutez pas. Déjà, nous nous détachons des États-Unis, mais pas des autres nations. Vous nous reprochez de tuer, de conquérir l'Ukraine. Vous ne nous écoutez pas parce que nous voulons déjà stabiliser les frontières et non pas envahir l'Ukraine. Ce n'est pas du tout notre souhait. Et vous ne regardez pas plus loin que votre nez. La portée est beaucoup plus ambitieuse que ça. La portée est de bouleverser l'équilibre géopolitique. Ici, et s'il faut des morts pour bouleverser et détruire cette hégémonie des États-Unis, alors il y en aura. Il est plus important de détruire cette hégémonie américaine. Et l'OTAN ne nous fera pas la guerre comme vous nous reprochez, monsieur le leader de l'opposition. Non, parce que quand, grâce à notre mesure, il y aura un rééquilibrage des puissances, il y aura un monde multipolaire. Et l'OTAN n'aura plus à exister parce qu'aucun État ne sera menacé par quelconque puissance. Ce sera une égalité parfaite entre toutes les puissances. Nous ne craignons rien non plus de l'Union européenne, et c'est pour ça que d'ailleurs nous restons dans l'Union européenne, parce que pour agir, il faut l'unanimité. Et nous ne voterons pas pour nous mettre à nous-mêmes une sanction. Je vais prendre votre question. Si nous rejoignons le camp de la Russie, avec des troupes en Ukraine, pourquoi les États de l'Ouest ne nous mettraient pas sous sanction comme la Russie? Eh bien, justement parce que nous avons la même idéologie qu'eux, et que nous allons dans leur sens. Nous allons pour détruire l'hégémonie américaine qui gangrène toute la scène internationale. Ensuite, le deuxième député nous a dit qu'on se mettra du coup les États-Unis à dos et c'est la fin du monde. Soufflez un bon coup et lâchez ce rêve américain, vous avez sûrement plus l'âge. Nous, grâce à cette mesure, nous allons nous rapprocher de la Russie et de la Chine qui sont des grandes puissances. Nous ne serons jamais seuls et nous n'allons pas nous isoler. Devant votre point de vue, si, parce que vous avez une idéologie et une vision seulement occidentale-centrée, mais dézoomée un petit peu. Les États-Unis, ils vont être seuls parce que justement les États-Unis ont intérêt à ne plus, non, les autres États ont intérêt à ne plus voir la domination des États-Unis. Dites-moi une guerre qui ne concerne pas les États-Unis de près ou de loin. Et enfin, le dernier député, vous nous reprochez les pertes humaines. Mais nous voulons un monde libre. Imaginez une France qui ne se contente pas de suivre, mais une France qui prend ses responsabilités et qui agit pour sauver le plus de personnes possible. Et il n'y a pas de nazis, vous dites qu'il n'y a pas de nazis en Ukraine, eh bien, vous n'avez pas écouté les arguments de mon ministre, et qui est basé sur, justement, l'Ukraine est basée sur l'idéologie de Bardella.
Et la Russie, non, n'est pas nazie, elle est communiste, pour rappel. Face aux tentatives d'hégémonie états-unienne, la France se lève avec ceux qui refusent d'être réduits à de simples exécutants d'une volonté étrangère. Nous croyons en la souveraineté des nations, en la capacité de chaque peuple à déterminer son avenir. L'histoire nous l'a appris, les grandes puissances passent, mais les peuples subsistent. Amis, pour conclure ce débat de grande finale, le secrétaire général de l'opposition, Monsieur Louis Maté. Alors, non seulement pour conclure les propos de l'opposition, non seulement pour conclure cette finale et pour conclure toute cette belle coupe d'Ivoise, monsieur, vous avez la parole quand vous le voulez. Auguste Assemblée, vénérable jury, alors que nous envoyons des armes et des aides depuis des années à l'Ukraine, le gouvernement a tenté de justifier une escalade en envoyant des troupes en Ukraine contre les Ukrainiens, de changer d'alliance, de trahir nos alliés et de trahir nos engagements. Ce soir, nous avons vu s'affronter une vision absurde face à une vision résolument humaniste, résolument pacifiste, résolument réaliste. Une vision portée par notre chef de l'opposition qui a souligné que rien ne pouvait justifier de s'affaiblir militairement et démographiquement dans un monde aussi instable et rendu d'autant plus instable par un gouvernement qui a perdu la raison. Le député du Nord, quant à lui, a démontré que l'issue de cette guerre était très incertaine et qu'elle n'en valait pas la peine. Le député des Yvelines, enfin, a expliqué qu'il n'était pas raisonnable de relancer un conflit finissant au prix de la vie de centaines de milliers de personnes. Ce à quoi le gouvernement a tenté de justifier son changement de paradigme. Un grand changement de paradigme implique de grands arguments, de grandes justifications. Alors, envoyer la France en Ukraine pour resserrer les liens avec la Russie. C'est donc ça, la ligne du gouvernement. Pour garder son gaz, pour économiser de l'argent. S'allier aux fascistes pour du gaz. Quelle ironie. Combattre l'hégémonie américaine à l'heure où le traître et son bouffon sous kétamine s'entendent avec le dictateur, ça n'a pas de sens. Ensuite, le deuxième ministre a tenté de répondre au fait qu'on devait ne pas se rendre faible dans ce monde, en disant quoi? Que quand le monde a tort, il faut savoir aller contre lui. Quelles sont vos valeurs? Non, quelles sont vos valeurs? Parce que mes valeurs, ce sont la démocratie, l'indépendance des peuples. Et là, ce que vous défendez, c'est une agression d'un peuple souverain. Ensuite, vous avez dit que Poutine avait fait une main tendue diplomatique, comme si Poutine était un grand seigneur. Et vous avez dit que l'Ukraine dans l'OTAN, ça revenait à pas de souveraineté russe. Non. L'Ukraine a le droit de choisir l'alliance militaire dans laquelle elle va, parce que l'Ukraine est souveraine. Et le seul pays dont la souveraineté a été agressée lors de cette proposition, c'est la souveraineté de l'Ukraine, pas la souveraineté des Russes. Ensuite, vous avez dit prendre notre destin en main. Bon, ça ressemble à une crise d'ado en fait. C'est prendre notre destin en main pour le prendre en main, faire ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas le faire. Ça n'a aucun sens. Enfin, le troisième ministre a parlé de l'ultranationalisme en Ukraine. Il a tenté de réfuter le fait que Trump se retire, donc pourquoi pas aller dans son sens finalement. Il se retire, donc on lui donne raison. Je vais prendre votre question. En quoi faire la guerre pour les États-Unis est une vision pacifiste et raisonnable? Je ne veux pas faire la guerre, madame, merci. Vous avez parlé des néo-nazis d'Ukraine. Déjà, le groupe Wagner, c'est un groupe armé que je ne qualifierais de peu de gauche, au moins. Et la différence entre l'Ukraine et la Russie, c'est qu'en Russie, le nazisme, le fascisme, le totalitarisme, ils montent. En Ukraine, c'est la démocratie. Vous avez dit que les néo-nazis en Ukraine s'étaient rendus nécessaires à la guerre et que, du coup, ils avaient eu la reconnaissance de l'État ukrainien. En somme, ils ont eu de la reconnaissance à cause des Russes, à cause de ceux que vous descendez. Vous fatiguez pas. Ensuite, vous avez osé avancer l'argument que les peuples devaient être libres de disposer d'eux-mêmes, donc vous défendez une agression qui empêche l'Ukraine de disposer d'elle-même. Vous avez osé invoquer les unitaires. C'est cliché de dire ça, mais Voltaire se retourne dans sa tombe et fort. Ensuite, vous avez dit, je passe à vous, madame le secrétaire général,
Les Américains ne devraient pas décider. Ils s'en vont, donc on les suit, on les aide. En fait, la position de Trump, elle n'est pas claire. On ne sait pas trop où il va. Et vous avez conclu, en répétant platement les inepties de vos collègues, vous voulez ne pas vous détacher des nations européennes, elles le font. Vous avez argumenté qu'elles resteraient avec nous par idéologie. C'est vrai que l'Allemagne est connue pour être pas du tout atlantiste et suivre la France sur sa politique étrangère. C'est connu. C'est de l'ironie pour les gens les moins cultivés de la salle. Vous avez parlé de maintenir la frontière, mais vu que vous n'avez pas prévenu Poutine, lui veut toujours envahir. Je rappelle qu'il a officiellement annexé des territoires qui ne sont pas contrôlés par la Russie actuellement. Enfin bref, comme dans toutes les guerres, des puissants envoient des milliers d'innocents s'entretuer dans la boue depuis leurs élégants bureaux, sans jamais voir l'ombre d'une balle ou l'ombre d'un obus. Le seul clivage n'est pas entre les Français, les Ukrainiens ou même les Russes, mais bien entre les peuples et leurs dirigeants vaniteux. Ce n'est pas le peuple ukrainien qui doit être combattu, c'est vous. Vous qui devez être combattus. Vous qui devez être abattus. Peuple de France, si le temps vient de prendre les armes, ne vous trompez pas d'ennemis. Abattez-les. Mesdames et messieurs, merci pour ce très beau débat. Je vais inviter sans plus tarder le jury à se retirer pour délibérer et à revenir maximum à 19h55. En ce qui vous concerne, cher public, chers orateurs et oratrices, vous n'avez pas fini de souffrir. Nous allons à présent inviter les présidentes et présidents des clubs, qu'ils soient de Lille ou non, à venir s'exprimer sur cette finale ou sur autre chose si vous n'avez tout simplement pas les coups pour vous exprimer là-dessus, pour donner votre avis sur la finale. Et pour commencer, nous allons appeler un vice-champion de la Coupe Lilloise, Monsieur Lucas Dolé. Bon, j'étais un peu pris de court. Déjà, bravo. On peut encore applaudir les deux équipes. Je vais essayer de meubler des trucs à dire pendant 10 secondes et si je trouve rien, je vais juste laisser la place à Julia, la prochaine présidente. J'impose de mettre la sauce, Julia. Non, mais en vrai, premier degré, moi j'ai beaucoup ri. Et du coup, ça fait bizarre d'être dans le public parce que l'année dernière, j'étais à la place des deux équipes. Et du coup, c'est pas mal de voir aussi depuis là-haut la vue de cette finale. Et moi, j'ai trouvé drôle et sur un sujet pas facile en plus, je trouve. Et je trouve que le gouvernement, ils ont été un peu ambitieux à vouloir prendre le côté de la Russie. C'est pas notre position, hein. Alors, peu importe, on peut dire de être communiste, c'est pas très grave. Et l'opposition a bien réagi, franchement c'était beau. Et voilà, j'ai pas été très drôle, j'étais surpris. J'annonce quand même Julia Dorieux. Alors, comme la présentation fait un peu défaut ce soir, comme au début du discours de Pierre, je précise que je suis la présidente de l'Oratorium, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vous promets que je vais trouver quelque chose à dire. J'ai toujours quelque chose à dire, c'est ça l'avantage de l'Oratorium. Il fait très beau aujourd'hui. Il fait très beau, il fait très bon, il fait bon vivre à Lille, c'est un bon jour, une belle journée pour une finale. Une belle journée apparemment pour être prise au piège aussi, enfermée dans un hémicycle et aussi enfermée à une tribune auquel je ne pensais pas me retrouver.
Et que dire de plus Écoutez, moi je voudrais remercier tout le monde pour cette finale, pour les émotions, pour tout ce qu'on a vécu. J'ai commencé l'éloquence et l'oratorium il y a 3 ans. Il y a 3 ans où est-ce que j'ai passé une porte d'un atelier auquel je ne pensais pas me retrouver. Et au final, j'y suis restée mes 3 années de licence. J'aimerais surtout se donner un message à tous les nouveaux, tous les L1, toutes les premières années. Je sais qu'il y en a beaucoup, que ce soit à RDT, au BEC, chez nous, dans les autres assos. Continuez de parler, continuez d'essayer. Même si vous vous plantez au début, c'est pas grave, on s'en fiche, on s'est tous plantés. Et sachez que chaque mot compte, pesez bien vos mots parce qu'ils sont très importants. Que ce soit dans un hémicycle fictif ou après dans un vrai. Parce que c'est ça qui vous portera et c'est ça qui vous permettra de défendre vos idées, de défendre vos positions et voilà. Vive la FFD. Et abonnez-vous au compte Insta. Je vous propose qu'on appelle à la tribune le premier non-lillois de cette soirée, le président de la FFD Grand Paris, Tom Roberts. Bonsoir. Il y a 4 jours, la Maison-Blanche nous a confié sans un brin d'arrogance que les Français parlent français seulement parce que les Américains étaient là. Et on pourrait les croire. Aujourd'hui, dans l'opinion publique, la grande majorité des personnes pensent qu'on a été libérés principalement par l'effort américain. Si on posait la même question, et on a posé la même question dans les années 50, la grande majorité des Français pensaient que c'était l'Union soviétique. Ils ont raison. Ils ont raison. Le prisme qui a été... Le prisme qui a été choisi par le gouvernement était très intéressant. Très intéressant parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, quand bien même ils ont été leaders du monde démocratique, des démocraties libérales, pendant des décennies, aujourd'hui, on est confronté à un pays qui bascule. Et le monde du débat, il est aussi là pour porter les mots qui font mal, pointer du doigt les failles dans les argumentaires, parce que se former en tant qu'orateur, c'est pas juste bien parler, c'est pouvoir porter haut et fort ses arguments et pouvoir surtout bien casser les arguments des autres. Et aujourd'hui, on a bien vu. Bravo à tous les orateurs de ce soir. Et j'appelle à la tribune la présidente de la Fédération francophone de débat, ici, Grand Est. C'était sûr, ça pouvait pas juste être un petit aller-retour à Lille agréable en tant que spectateur, il fallait qu'on m'appelle aussi. Merci Tom, fier de nous avoir invités. Je ne serais pas aussi éloquente que Tom, mais remarque, c'est pas difficile d'être moins éloquent que Tom. Mais je suis tout de même très contente d'être ici ce soir. J'ai beaucoup apprécié le débat auquel j'ai pu assister. Il y a des équipes ici que j'ai jugées à la Coupe de France. J'espère que je n'ai pas été trop méchante avec vous, ne m'en voulez pas trop. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Mais vous avez tous été excellents et c'était un plaisir de vous revoir ce soir, de voir si vous aviez respecté certains des conseils ou pas. Que dire d'autre Lille est une magnifique ville, je ne l'avais jamais visitée avant, j'ai beaucoup apprécié mon moment là-bas. Et écoutez, merci beaucoup à tous. Hein. J'ai une journée de cours pour ça. Merci. Et j'avoue que moi j'ai personne à appeler, parce que je connais pas la musique, mais je te laisse trouver. Vous avez vu ce soir j'impose, donc vous inquiétez pas, le public, je vais pas vous dire toi tu viens. Non. Non, par contre, on a la chance d'avoir dans la salle ce soir un champion de la Coupe lilloise de débat 2024. On en a même plusieurs. Je vais commencer par un et je vais appeler Romain Lalanne.
Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, c'est un plaisir de vous voir aussi nombreux et nombreuses pour cette finale. Pour pas cacher grand chose, il y a plus de 250 places depuis, donc c'est déjà un vrai plaisir. Je ne vais pas faire un grand discours sur le débat parce que je connais la capacité qu'ont les jurés en Coupe de France et en Coupe lilloise de faire des retours extrêmement longs, bien que Pierre ne soit pas dans le jury ce soir. Donc je voudrais déjà peut-être commencer par remercier l'ensemble de l'équipe de la FFDN. Alors je ne suis pas président, mais je vais quand même le faire, parce que c'est pas toujours facile d'organiser une Coupe lilloise. Je pense notamment aux membres du pôle formation avec qui on a beaucoup travaillé, avec qui c'était la première année que la FFDN proposait un pôle formation. Il y aura sûrement des choses à améliorer et on est ouvert bien sûr pour vos retours à toutes et à tous. Mais voilà, dire aux gens de la FFDN que c'est un vrai plaisir de travailler avec vous cette année en tout cas. Dire aussi, tant que je parle de formation, je voudrais saluer le travail dans chacune des associations, parce que c'est souvent pas fait et c'est un travail de l'ombre qui peut être ingrat mais qui est ô combien important. Et je pense qu'on peut les applaudir, applaudir tous les formateurs qu'il y a dans les associations. Je ne sais pas comment fonctionne chaque association, mais je sais que oui, chaque formateur et chaque formatrice mettent du cœur à l'ouvrage, donnent du temps, de l'énergie, laissent parfois le cœur et quelques larmes, mais je crois que le travail en vaut la peine parce qu'on a vu aujourd'hui un beau débat. C'est bien sûr grâce à tous les orateurs, toutes les oratrices, grâce à eux. Et il y a beaucoup de monde dans la salle, alors on va peut-être conclure avec un dernier message. Ce dernier message, il est simple. Si vous avez envie de dire quelque chose, quel que soit le contexte, si vous avez envie de vous exprimer, ouvrir votre bouche, faites-le. Personne ne vous tendra le micro, alors si vous pouvez le prendre, venez le prendre. Il y a des assos qui sont là pour ça, dans les universités, ailleurs. Mais si vous pouvez prendre la parole, prenez-la parce que personne ne vous la donnera et tout le monde a quelque chose à dire. Merci. Puisqu'apparemment c'est la mode d'envoyer des gens qui n'étaient pas prévus à la tribune, je vais envoyer quelqu'un avec qui on s'est beaucoup embrouillé, mais avec qui on passe de très bons moments, et je lui fais un petit cadeau ce soir, Tanguy Chisson. Moi je vais vous parler du sujet, de l'Ukraine. Parce que c'est quand même une sacrée histoire. Et quand même, c'est une guerre qui nous met sacrément à l'épreuve. D'abord, on a les États-Unis qui font le yo-yo, qui sont 20 ans de guerre et puis ils font du protectionnisme. Mais finalement, ça c'est à l'image de l'histoire des États-Unis. Ils ont toujours fait ça. Voilà, Roosevelt, avant d'être un 20 ans de guerre, était un protectionniste. Donc, ils changent de jaquette. Et ça met à l'épreuve. Et ça met à l'épreuve une institution qui nous tient particulièrement à Pierre, c'est l'Europe. C'est que, pour une fois, l'Europe, non, c'est la deuxième fois, à vrai dire, parce qu'elle avait été aussi mise face à ses responsabilités pendant la guerre de Yougoslavie, et là, ce fut un échec pathétique, et heureusement qu'ils sont venus, les Américains, qui sont venus nous aider et nous sauver. Donc là, l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait quand il n'y a pas les Américains ? Eh bien, ça va être tout l'enjeu de l'avenir, ça aurait pu être l'enjeu du débat, ça l'a été un peu, et c'est compliqué comme question. C'est compliqué comme question parce que, quand vous aviez Olaf Scholz qui était anti-guerre, qui était le patron de l'Allemagne, comment on fait le couple franco-allemand ? Il y a des trucs extraordinaires qui se développent. Le couple franco-allemand-polonais, ça c'est des dingueries pour le développement de l'Europe. C'est vachement passionnant. Et le cas de la guerre en Ukraine est aussi intéressant, moi je trouve, sur la question de la liberté des peuples. Parce que c'est une guerre quand même intéressante. Parce que le Donbass, ou l'Est de l'Ukraine, fondamentalement, ce sont des peuples russes. Non, mais ce sont des peuples russes qui vivent là. Et dans d'autres cas, et je pense par exemple au cas du arménien, dans d'autres cas, en fait, on tolère l'annexion et le fait que des États aillent reconquérir des terres malgré le droit international, etc. Donc, il y a un peu une exception russe qui est intéressante, et je trouve que c'est un sujet, en tout cas pour les gens qui aiment bien la science politique, les politistes, qui est vraiment passionnant, et on en a vu un extrait ce soir, et j'en suis très content. Voilà, j'ai parlé un petit peu d'Ukraine, donc on ne peut pas tous se remercier et se faire des flatteries entre nous. On est géniaux, on est tous géniaux, mais on le sait déjà, pas besoin de le dire.
Une personne voulait parler, mesdames et messieurs, qui n'est pas de la formation, mais qui est secrétaire générale de la FFDN, c'est Pauline Abel. Alors moi je viens en total intro parce que j'ai absolument rien écrit. J'ai essayé d'écrire quelque chose et ça a été la page blanche. Mais j'ai pas eu l'occasion de beaucoup débattre cette année, ni de beaucoup parler parce que j'avais trop de choses dans la vie, voilà. Mais déjà je voulais remercier tout le monde pour cette année parce que franchement, encore une fois, c'était une année géniale. On a vu plein de belles personnes parler, prendre la parole, diffuser des idées, bon, qui sont pas toujours très bonnes, hein. Mais encore une fois, on ne débat pas sur nos idées, mais on apprend beaucoup sur nous-mêmes. Et je voulais remercier le bureau de la FFDN parce que franchement, on était super soudés, on a fait un super travail. Et oui, je suis en train de auto-jeter des fleurs, mais je pense qu'on mérite beaucoup. Et c'est le moment Love to Love. Je voulais vraiment remercier Pierre parce que pour vivre quasiment avec lui, il s'investit tellement pour que la FFDN grandisse, pour qu'il y ait plus d'équipes, etc. Donc vraiment, je voulais qu'on l'applaudisse très très fort. La dernière chose que je voulais dire, c'est que c'est pas évident de prendre la parole devant tout le monde. Genre là, actuellement, je suis en PLS. Mais s'il vous plaît, prenez la parole. Vraiment, j'ai même plus les mots. Juste, prenez la parole, prenez le courage de le faire parce qu'on n'a pas toujours l'occasion, on n'a pas toujours le statut, on pense ne pas avoir la légitimité pour parler, mais c'est hyper important. Et moi, comme expérience personnelle, l'année dernière, j'ai pu faire un éloge qui était hyper important pour moi. Et ça m'a aidé en fait à parler devant tout le monde. Et n'ayez pas peur de prendre des libertés sur ce que vous pensez, tant que ça respecte tout le monde, tant qu'il n'y a pas de racisme, d'homophobie, tout ça, on n'en veut pas, s'il vous plaît. Mais surtout, aimez-vous les uns les autres, respectez-vous. Et voilà. J'appelle la co-responsable du pôle formation de la FFDN, Margot Chaussat. Bonsoir à tout le monde. Déjà, j'aimerais remercier tous les orateurs de cette compétition qui nous ont délivré des débats vraiment magnifiques, parfois de qualité, parfois un peu plus drôles. Et en tant que jury, ça a été vraiment des bons moments, très formateurs aussi pour notre éloquence parce qu'en tant que jury, après, on arrive à voir tous les petits défauts, tous les points à retravailler et c'est vraiment très enrichissant. S'il y en a l'année prochaine qui veulent intégrer le pôle formation de la FFDN, n'hésitez pas. Et abonnez-vous au Insta aussi de la FFDN. Un petit mot aussi pour représenter l'association dans laquelle je fais partie, le Serment des Spols. Nos présidents ne sont pas là, mais voilà, je prends l'initiative. On a passé une super compétition, on a eu des adversaires de qualité et on les remercie et on les applaudit surtout d'être arrivés jusque-là en finale. Vous pouvez être fiers de vous et voilà. Merci à toutes et à tous. Maintenant, on va vous laisser respirer un petit peu. Merci de revenir maximum à 55 pour l'annonce de l'équipe de la compétition. Merci à vous. Un ou une première ministre, deux ministres, un secrétaire général, qui ont particulièrement brillé pendant cette compétition et qui, du coup, affronteront une équipe du bureau de la FFDN lors d'un débat d'exhibition. Chers amis, au poste de Premier ministre était nommé c'est juste les nommer. Mélissa Douga de l'Oratorium. Généline Janton du Bec et la Plume. Jean-Baptiste de la Tribune Yesseg. Et
à la majorité comme meilleure première ministre. La coupe d'innovation. Le débat 2024, 25, Madame Mélissa Douga. Félicitations à Mélissa. Au poste de ministre était nommée Anna Elignard de Parole d'Ingé, Lise Odonou de Révolte-toi Lire, Romaïssa Mokadem du Serment d'Espol, Marie Coral de Beauprin-l'Esquema, Ali Souleyman de Jeudi des Batoués, Olga Roma du Bec et la Plume et Mathéo Jacob de Révolte-toi Lire. Alors, la première personne qui sera ministre ou député lors du débat d'exhibition et qu'on a choisi de retenir, enfin, que vous avez choisi de retenir par ailleurs, comme meilleur ministre député de cette compétition, cette personne, elle est dans la salle. Elle a même débattu ce soir puisqu'il s'agit de Lise. La deuxième personne qui a été élue pour faire partie de cette équipe, c'est Olga Romain. Et enfin, chers amis, il reste une personne, le ou la secrétaire générale, était nommée Julia Derieux de l'Oratorium. Élise Gégou de Beauprin-l'Esquema, Louis Maté de la Tribune Yessel et André-Nicolas Strachman du Bruit des mots. Aura l'honneur d'affronter le vieil orateur rouillé que je suis, Élise Gégou. Et donc, surprise, chers amis, maintenant, bravo à Élise, bravo à toute l'équipe. Quelle sera l'équipe qui affrontera cette magnifique équipe? Cette équipe, vous allez la voir apparaître juste ici. Romain, Tristan, Margot et Tanguy. Place au retour. Bien, chers amis, chers camarades, avant d'annoncer les résultats, vous savez qu'il y a quand même une tradition dans les groupes, tradition du chant. Vous savez que, en signe d'unité, on aime bien chanter la Marseillaise à la Fédération francophone de débat. Alors on va tous se lever et chanter ensemble un chant révolutionnaire et non pas réactionnaire. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans
alors, vous savez que je suis opposé à ce chant, c'est bien connu, qui d'ailleurs a été écrit à la base sur la musique de la Marseillaise, il faut le savoir. Mais moi je chantais la Marseillaise, vous avez chanté vos chants de Lille, n'est-ce pas? Avant que de passer au résultat, je vais laisser les membres du jury vous dire quelques mots sur le débat de ce soir. Bonsoir à tous. Merci pour cette nouvelle Merci à tous les orateurs et oratrices de ce soir. C'était un très beau débat. Vraiment un débat de grande qualité, dans un strict respect des règles du débat. Et elles sont nombreuses et pas si simples que ça. Un vrai beau débat de finale sur un sujet qui n'était clairement pas si simple que ça. Tous et toutes, vous vous êtes bien battus. Alors encore une fois, félicitations à tous. Vous êtes en finale et c'est déjà en cela une sacrée belle victoire. Merci pour vos prestations ce soir. Vous avez animé vos arguments, vous avez vécu tout votre débat, qui a aussi eu des débats chaque jour, du coup. Mais on va y revenir. En tout cas, merci à vous d'avoir osé ce soir vous présenter devant nous tous, d'avoir pris la parole. Ce n'est pas tâche aisée de s'exprimer comme cela, mais vous avez relevé le défi. Merci. Oui, un grand merci aux deux équipes. La négociation, parce qu'on peut appeler ça une négociation, a été très dure dans le jury parce que c'était un très beau match. Alors je tiens à préciser, parce que c'est filmé, que je me désolidarise totalement des propos qui ont été tenus. Je veux une carrière. J'aime beaucoup Salut Bertrand aussi. Je cherche un peu en ce moment. Non, plus sérieusement, un très beau débat, très bien servi par les deux équipes. Si on s'arrête un instant sur l'éloquence, des prestations incroyables, alors beaucoup de décibels, c'était bien. Alors déjà beaucoup de décibels du côté du public. Et alors ça, j'aimerais quand même m'arrêter là-dessus. Et essentiellement là-dessus. Ils sont bons, ils le savent, ils le savent déjà, ils sont supportables pour ça. Non. Moi j'aimerais surtout un grand remerciement pour ce public. Vous pouvez vous applaudir. Que oui, je partirai avec un peu de jalousie face à une telle faveur. Merci à vous. Bonsoir à tous. Moi j'étais vraiment très heureuse d'être là, d'être invitée ce soir parce que j'ai déjà débattu avec toutes les équipes présentes et j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à débattre avec vous. J'étais très heureuse d'être là ce soir parce que l'année dernière on m'a énormément parlé de ce public. Et j'étais vraiment très jalouse de ne pas le connaître. Donc, ce soir, c'est très impressionnant de vous voir, c'est très impressionnant de vous entendre accompagner vos équipes. Et merci pour ça. J'ai également été vraiment très heureuse de vous suivre et de vous écouter. Vous démontrez que le débat, c'est une école de la liberté, c'est une école de l'excellence aussi. Alors bravo à vous. Avant de rendre la parole à Hugo, je me permets moi aussi un instant pub pour la FFD, en partenariat avec le Bec à la Plume qui l'ignorait jusque-là, mais nous aussi nous faisons de l'accompagnement à laboratoire auprès des lycéens et nous allons le week-end prochain, c'est-à-dire le samedi 29 mars et le dimanche 30 mars, la coupe de débat des lycéens. C'est une coupe nationale à destination de tous les lycéens et ouverte exceptionnellement cette année également en 3e. Elle aura lieu à Paris et la finale pour eux se déroule à l'Assemblée nationale. Donc je vous invite à nous envoyer vos frères, vos sœurs, vos enfants, vos cousins, enfin bref, voisins, amis. N'hésitez pas, la coupe est gratuite et ils ont
finale beaucoup plus, presque plus impressionnante que la nôtre. Merci beaucoup et je salue la parole. J'entends les murmures dans la salle de ceux qui disent « Mais on a envie d'être lycéens, nous. L'hôtel de ville de Paris, c'est bien, mais l'Assemblée nationale, c'est quand même mieux. » Bon, évidemment, déjà, depuis l'année dernière, la FFDN a acquis cette salle, et ceci est l'œuvre de son bureau, de Pierre et de toutes les personnes qui ont été citées, et je demande qu'on les applaudisse très très fort maintenant. Est-ce qu'on peut les applaudir aussi fort que vous avez applaudi par exemple à votre livre? Le débat c'est bien, mais l'organisation c'est du travail aussi, ça mérite d'être salué. Alors, chers amis, chers camarades, ça rentre dans le bingo de Pierre, parce qu'il y a un bingo ce soir, je crois qu'il y a plusieurs coups, je crois qu'il y a des choses qui devaient rentrer dedans, il devait y avoir la citation, alors je sais qu'il y a eu la citation, il y a eu 2 citations, un Clausewitz et Gramsci, donc c'est bon, tu as coché cette case-là. Est-ce que Pierre, tu pourras nous dire combien de cases du bingo que vous aviez prévues ont été cochées? Tanguy, c'est possible ou pas? 16. Oh oui. Sur combien? Sur 16 sur 36. Bon, la soirée n'est pas terminée. Alors, on pourrait refaire le match, et vous savez qu'il y a tout un système de points, qu'il y a des points pour l'argumentation, qu'il y a des points pour la réfutation, qu'il y a des points pour les questions, les réponses, qu'il y a des points pour la discipline, et qu'il y a aussi des points pour l'éloquence. Nous n'allons pas refaire le match, nous n'en avons pas le temps, et puis je sens la pression dans la salle qui est en train de monter petit à petit, le stress. Cette nuit, chers amis, j'ai fait un rêve. Et c'est un vrai rêve que j'ai fait, qui n'est pas celui de Martin Luther King, on s'en faut. Au contraire, c'était toujours un rêve assez angoissant. Et c'est vrai, hein, ce que je vous raconte est vrai. J'étais au Louvre avec Vladimir Poutine. Et j'étais en train d'essayer de négocier avec Vladimir Poutine, je ne sais pas trop quoi, et puis, eh bien, comment dire, je trouvais qu'il était bon, quoi. Malgré tous les reproches qu'on pouvait lui faire, qu'il avait quelque chose un peu de séduisant, et puis peut-être que j'étais marqué aussi par le fait, et ça c'est peut-être un peu moins drôle, mais c'est pourtant la vérité que ma belle-sœur, les parents de ma belle-sœur se sont fait bombarder il y a 2 jours sous ukrainiens, leurs voisins sont morts, et ça aurait pu être eux. Ça n'a évidemment pas du tout influencé le débat, puisque vous aviez des positions que de toute façon que vous n'avez pas choisies, mais simplement pour dire que, pour celles et ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je ne serais pas un peu plus dans le comportement un peu plus, tonitruant des concours d'éloquence, peut-être parce que le sujet s'y prête moins. Et alors, d'une certaine façon, nous étions aussi nous-mêmes au Louvre, le Louvre de l'éloquence que vous représentez toutes et tous ce soir, le Louvre du débat. Et nous avions certainement notre Caravage et notre Léonard de Vinci, nous avions nos tableaux ce soir. Vous nous avez toutes et tous régalés, mais nous avons pris ensuite, point par point. Nous avons regardé, analysé, et nous avons trouvé que si Poutine était séduisant, ce soir, malgré tout, ceux qui remportaient le match étaient la tribune israélienne. Je connais votre déception, vous l'aviez déjà eu l'année dernière, la coupe. C'est pas un tournement, c'est pas un roulement, c'est un roulement en tout cas, mais sur la base des points. J'aimerais quand même qu'on applaudisse très fort la prestation de vous trois.
ce, puisque nous n'avons pas tout à fait terminé, j'appelle le camarade Samy Fella à la barre pour nous annoncer qui a été la meilleure oratrice ou le meilleur orateur de ce soir. Alors, ce soir, quand on a choisi le meilleur orateur ou la meilleure oratrice, on a beaucoup pensé à l'Ukraine, parce que cette personne est très ukrainienne. Elle ne le sait peut-être pas, mais pourtant, d'année en année, elle tente de ressembler à un des Ukrainiens les plus connus. J'ai même vu une pancarte rendant hommage à cette qualité. Cet Ukrainien, c'est Léon Trotsky, pourvu d'une très belle moustache. Bravo Mathéo! Sachez qu'on préfère organiser que juger les matchs. Hein. Ça paraît être sympathique d'être posé là, mais quand on doit revenir, il va y avoir des gens qui sont déçus, il va y avoir des... Mais l'avantage, c'est que, bon, bah, ça continue ensuite. Hein. Il y a la Coupe de France, même si les Lillois cette année ne sont pas forcément tout à fait au rendez-vous, mais il y en a quand même qui continuent, hein, et on peut les applaudir aussi très très fort, ils sont là-bas, ils sont là. Et puis, tout ça continue. Vous êtes au tout début du chemin. La révolte de Toilide, c'est possible, c'est quand même très probable qu'on vous retrouve l'année prochaine en finale aussi, probablement avec d'autres personnes du public qui, cette fois-ci, seront débatteurs, débattrices. Ce sera peut-être la même chose aussi à la tribune essai, parce que peut-être que vous aurez plus de partisans l'année prochaine. Que là, bon, vous avez dû vous appuyer quand même surtout sur les autres clubs de la FFDN qui ont dit non, mais on est neutre, on a dû leur dire oui, mais c'était quand même bien sec, parce que bon, il faut qu'il y ait un équilibre. Voilà, bolchevique, menchevique, tout ça. Et donc, vous le savez, de toute façon, à la Fédération francophone de débat du Nord comme ailleurs, on ne n'est pas oratrice, on ne n'est pas orateur. On le dit. Merci à vous. J'appelle donc l'équipe qui finit 3e de cette compétition pour parler schéma, s'il vous plaît. Attends. L'équipe qui finit 2e et à qui on peut remettre cette très belle 2e coupe, c'est Révolte de Toilide. Bravo à vous. Nous aussi, on les aime. J'ai même l'écharpe. Et enfin, chers amis, même les supporters de Révolte de Toilide, j'aimerais que l'on accueille l'équipe qui remporte cette édition de la Coupe lilloise de débat, l'équipe qui a battu le Serment d'Espol, l'équipe qui a battu l'Oratorium, qui avait eux-mêmes battu le Bec et la Plume, et ce soir l'équipe qui bat Révolte de Toilide, qui a battu les 4 plus vieilles associations de la fédération, l'équipe championne de la Coupe lilloise de débat 2025, la Tribune ISF.